Du coup, à Lionel, que j'ai découvert le boulot euh, lundi et qui est assez excellent. Je suis très fan de ce que tu fais, Lionel. Voilà, je te le Merci. redis. Merci beaucoup. Du coup, je vais enchaîner sur la présentation d'un autre outil, moi, mais alors, c'est pas un outil que j'ai développé du tout. Au contraire, c'est plutôt un outil que j'utilise, mais qui me permet de créer des mini-outils pour pouvoir faire des petites expériences graphiques. Je sais pas si vous voyez mon écran. Impeccable. Ouais. Ouais, ok, super. Je sais pas si c'est fluide ou pas du tout. J'ai l'impression que ça saccade depuis que j'ai commencé à partager mon écran. On va voir. Euh, donc, je vais peut-être me présenter un peu rapidement. Je suis donc Lionel Radisson, alias, ouais, 13 FPS, c'est à peu près ça, c'est ce que j'ai l'impression. Je vous donnerai les liens pour voir ça un peu plus fluide au fur et à mesure. Hop. Oh là là, il a vraiment du mal. Eh ben, le partage d'écran. Hop là. Donc Lionel Radisson, alias Mac135, c'est mon pseudo que j'utilise depuis une bonne vingtaine d'années de partout, donc ça m'a suivi sur le net et c'est comme ça partout maintenant. Pour me présenter rapidement, donc je suis creative coder, plutôt orienté design graphique et après j'ai dérapé un peu vers des installations, vers tout ce qu'on peut faire avec du code. Il faut dire que j'ai découvert vraiment la programmation avec Processing dans une école d'art, donc forcément ça oriente un peu l'utilisation de la programmation. Et aujourd'hui, mon métier au quotidien, c'est enseignant. Je travaille dans un Fab Lab et j'accompagne des étudiants à prototyper un peu tout type de projet. Donc, ça peut être aussi bien de la programmation d'applications, du site web, travailler avec de la donnée ou alors jouer avec de l'électronique, avec de l'IA. Donc, je passe mon temps à jouer avec plein de technos et j'ai beaucoup de chance parce que c'est vraiment ma passion. Et donc, même quand je rentre chez moi le soir, j'ai tendance à continuer avec cette passion-là. Et donc dans ce cadre-là, j'ai essayé pas mal d'outils différents pour pouvoir un peu faire mes expérimentations graphiques. Donc, comme je le disais, j'ai commencé avec Processing, donc ça remonte à 2010. Je vais essayer de vous coller les liens au fur et à mesure, mais même le copier-coller a du mal. Hop. Donc, j'ai commencé avec Processing en 2010. Donc à l'époque, il y avait le début du HTML5 en 2008. En 2010, il commençait à y avoir, ou peut-être que c'est un peu plus vieux, 2011 peut-être. Il y a eu un projet qui s'appelait Processing.js. Donc, c'était un interpréteur de code processing. Alors, processing, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, non. Processing, du coup, c'est du Java. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aborder la programmation assez facilement par des rendus visuels. Donc, donc j'ai commencé avec Processing.js et puis petit à petit, ça m'a amené vers du web. Alors, je commençais à mixer un peu à la fois la syntaxe processing en Java avec avec du JavaScript en plein milieu. C'était un code qui était pas forcément très propre, mais qui me permettait de faire des choses dans le navigateur. Et puis petit à petit, j'ai continué. Ça m'a amené de plus en plus vers le web. J'ai du coup expérimenté avec d'autres outils. Après Open Processing, j'ai expérimenté avec CodePen. Alors, tac. CodePen, donc ça m'a permis de manipuler un peu
de HTML, de CSS, de JS, aller vers d'autres librairies comme Three.js ou autres, commencer à jouer avec des shaders. Ouais, 3 FPS, j'ai l'impression. Du coup, je vous partage les liens, ça sera beaucoup plus efficace. Et donc après CodePen, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé les GitHub Pages. À chaque fois, l'idée, c'était un peu d'expérimenter, de découvrir des outils, de me former, en fait, vu que j'avais pas vraiment de formation au code, à part, voilà, c'est ce que je disais, à part avoir découvert Processing. Après, tout le reste, c'était en autodidacte, de se former, de passer du temps dessus. Et donc ça, par exemple, c'est fait avec GitHub Pages. Et je sais même plus ce que c'était le framework pour faire des sites directement dans GitHub Pages qui est utilisé. Bref, c'est pas très important. Et donc, après toutes ces expérimentations différentes, je suis arrivé à Observable. Donc, on m'en avait parlé. Je savais que ça a été monté par Mike Bostock, donc c'est le créateur de D3.js. Que c'était un environnement du coup qui permet de faire des notebooks. Donc les notebooks, ça vient plutôt de la communauté scientifique, et donc l'idée c'est de pouvoir avoir tout son code qui peut être découpé, avoir des résultats intermédiaires, de pouvoir explorer ces résultats, mais de pouvoir aussi mettre de la documentation au fur et à mesure dedans, et donc de tester pas mal de choses différentes. Donc j'ai regardé Observable, comment est-ce que ça fonctionnait assez rapidement. Donc l'idée, c'est voilà, un notebook, c'est composé de ce qu'on appelle des cellules. Dans chacune de ces cellules, comme c'est des notebooks en JavaScript, vu que c'est dans le navigateur, enfin, il y a des notebooks en Python dans le navigateur aussi, mais là, ils ont utilisé JS. Et donc, dans chacune de ces cellules, on peut avoir du code JavaScript, évaluer du code et renvoyer des valeurs. Donc, ça peut être aussi bien sous forme d'une seule ligne. Et donc, on a notre valeur. À chaque fois, au bout de notre cellule, on a un petit bouton Play qui nous permet d'exécuter notre cellule et de calculer une valeur. On peut avoir des blocs de code dans une cellule, ou on peut aussi nommer notre cellule. Alors, c'est pas exactement comme du JavaScript. Quand on nomme une cellule, on n'a pas besoin de déclarer une variable avec var, const, let. On donne directement un nom à notre cellule égale une valeur. Et du coup, on va pouvoir réutiliser notre cellule dans d'autres cellules. Donc, ça va nous permettre d'avoir quelque chose voilà, qui va se construire petit à petit comme un algorithme. Toutes nos cellules, on peut les déplacer, les réorganiser comme on le souhaite. On peut ajouter des commentaires. On a des méthodes qui sont faites également qui vont nous permettre, je peux peut-être vous partager aussi ce lien. Tac. On va pouvoir avoir aussi des méthodes comme HTML, qui sont des méthodes de Observable, qui sont sous la forme de... alors, je ne connais pas du tout le nom en français, mais tag template littéral. En gros, l'idée, c'est comme si c'était une fonction, sauf qu'après, au lieu d'avoir nos arguments entre parenthèses, là, on met directement une string littérale, donc c'est entre des accents graves, des backticks, et du coup, à l'intérieur, on peut mettre notre chaîne de caractères multiligne. Donc voilà, c'est une façon juste d'écrire du JS, mais c'est du JS classique, ça. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que notre notebook, en fait, un des avantages, c'est que c'est un environnement qui est réactif. C'est-à-dire que dès qu'on modifie une cellule, je modifie ma cellule, au lieu de mettre red, je mets blue. Je run
j'exécute ma cellule et donc ça m'a modifié directement la cellule suivante qui faisait référence à cette cellule. Et donc ici, sur le côté, pareil, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de code flow où on voit toutes les dépendances d'une cellule à une autre. Donc voilà, dès qu'on va faire une modification quelque part, ça va entraîner d'autres modifications. Donc voilà, ça c'est pour le principe de ces cellules. Donc je vous ai montré une petite, un petit helper HTML qui permet de faire du HTML dans notre notebook et du coup de pouvoir afficher du texte. On en a d'autres, par exemple MD pour faire du Markdown directement, mais on va en avoir d'autres pour pouvoir faire du SVG. On a des helpers pour pouvoir faire du Canvas, pas mal de choses assez différentes. Et comme ça reste du JS, ben, on est aussi intégré à tout l'écosystème JS avec, par exemple, la possibilité d'utiliser une méthode require pour importer n'importe quel package NPM. Donc, quand on a besoin de tester des choses assez rapidement, de pouvoir itérer, bah, ça a un côté hyper pratique parce qu'on n'a pas besoin de se refaire son setup en permanence. On a juste à faire, par exemple, ici, D3 equal require D3 fetch avec la version qu'on souhaite, si on veut préciser une version. Et du coup, on a la librairie qu'on peut utiliser directement par la suite. Et donc, ça permet pas mal de choses. De la même manière, toutes les cellules qu'on nomme dans un notebook, on va pouvoir les réimporter dans un autre notebook. Donc, ça va permettre de se construire des outils petit à petit. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais entre mon site perso, les expérimentations que j'ai pu faire sur CodePen, ou sur ça, il y a un truc sur lequel je suis pas forcément super bon, c'est les couleurs, les palettes de couleurs. Et donc, un des premiers trucs que j'ai fait quand je suis arrivé sur Observable, que j'ai compris le principe, c'est de me faire un notebook avec qui pourrait me servir par la suite. Ah, mince. Non. Échappe. Ah. L'idée, c'était de me faire un notebook. Mais non, mais... Ah. Petit problème de live. Je sais pas pourquoi mon ordi rame autant quand... Mais non. Hop, hop. Ah. Alors. Ok. L'idée, c'était de me faire un notebook. Ok. Décidément, ça ne veut pas. Je vais faire comme ça. Il y a une idée sur le pourquoi ça peut ramer autant. T'as peut-être, tu sais, là, tes animations qui tournent en arrière-plan. Est-ce que ça pourrait tout ralentir? Bon, oh non, ça a tout fonctionnait vraiment super stable. C'est du moment que j'ai partagé. Ou c'est peut-être l'incrustation de la webcam? Ah, peut-être, je sais pas. Est-ce que ça marche mieux? Ça a l'air un peu plus fluide. Là, j'ai caché, dis-moi, j'ai mis Jitsi en arrière-plan. Peut-être que je peux arrêter ça. Hop là. Là, vous voyez toujours mon écran? Ça m'a l'air un peu plus fluide. Ok. Non, on voit toujours ton écran. Ouais, super. C'est Netflix, ouais. Ok, là, ça m'a l'air déjà un peu plus fluide. Ok, donc l'idée de ce premier notebook, c'était d'avoir un outil donc, sur lequel j'allais pouvoir me mettre tout un tas de palettes de couleurs donc, que j'ai récupéré de plein de sites différents pour faire une super collection de couleurs. Et puis petit à petit, ça s'est enrichi d'autres méthodes. Après les palettes de couleurs, j'ai ajouté des
scale colorimétrique, comment on dit? Des échelles, non, un color scale. Comment on dit ça? Des dégradés? En gros, bon, l'idée, c'était de pouvoir avoir aussi d'autres méthodes et de pouvoir avoir une valeur de 0 à 1 et du coup récupérer une couleur en fonction de ça et donc aussi de pouvoir générer, mettons, 16 couleurs dans un champ colorimétrique ou alors seulement 3 couleurs, 4 couleurs. Donc, j'ai rajouté des méthodes pour pouvoir faire mes champs colorimétriques. J'ai rajouté également des méthodes pour pouvoir travailler avec des images. Donc, j'ai expérimenté pas mal de choses différentes, mais aussi extraire les palettes SVG. Donc, à chaque fois, ça se faisait sous la forme de ça, en utilisant un notebook, je mélange un peu des paquets HTML directement et me faire juste une méthode qui me permet d'avoir, et du coup, je me fais des cellules qui correspondent juste à certaines variables. Alors, je lui donne une adresse, c'est une variable d'environnement. Il me retourne une palette à partir de ça. Observable qui correspond à la largeur du color conversion. Et du coup, après, je calcule une hauteur pour avoir un format A4 de conversion. Dans l'idée de pouvoir faire une impression hexadécimale à du RGB, à du HSL, ou HSL vers RGB. Pareil, j'ai des méthodes, donc Get Random Palette, ça vient de mon notebook. Donc voilà, l'idée, c'était de pouvoir avoir ça et en exécuter ma cellule, import palette pour avoir une autre palette aléatoire, mon notebook pour avoir mes couleurs. Shuffle, c'est une autre méthode que j'ai dans mon notebook Utilities. Et du coup, ça me permet de prendre un tableau et puis et ça a l'air un peu plus fluide. Je sais pas si mélanger de manière aléatoire. Ce qui s'est passé. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir pas mal de petits outils qui vont me permettre de créer ce genre de choses. Et de la même manière, je me suis fait un deuxième notebook avec ça reste juste du SVG, des utilitaires array avec un peu de JS à l'intérieur qui me permet de avec de l'aléatoire, avec de l'animation, ce genre de choses, des outils. Alors, ces notebooks qui se sont construits un peu progressivement au fur et à mesure et le résultat de l'expérimentation sur chacune des cellules. Ouais, vous êtes super sage, du coup, j'ai aucun retour, donc je savais même pas si vous me suiviez toujours ou si mon ordi était complètement figé et que je vous avais perdu. Si on le souhaite. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai pu construire en fait au fur et à mesure de pas mal d'expérimentations. Il y a certaines cellules où on souhaite juste afficher le résultat. D'un an et demi maintenant, j'utilise code Observable, Markdown, mais juste le résultat. Et donc j'ai commencé en faisant, par exemple, quand j'ai une méthode de easing, ce que je vous disais, il y a important d'avoir un petit code qui permet de voir comment la méthode est faite. Commencer à faire ça. Il y a un petit côté un peu ça me permettait à la fois d'explorer Observable et puis à la fois d'explorer le code et d'explorer un peu le SVG, comment est-ce qu'on ça reste du vectoriel. Et comme je vous disais, moi je bosse dans un Fab Lab, donc j'ai accès à des machines comme scientifique, laser, entre autres, brodeuses et autres, et on peut visualisation de données quand on explore, générer du SVG à travers Observable. Vu que quand on fait un SVG, donc une fois que j'avais pas mal expérimenté avec le SVG, c'est ce que je vous disais, j'ai aussi expérimenté ou download de la chance pour le premier confinement, juste avant le premier confinement, on a commandé et vu que moi mon truc c'est le côté génératif, il y a un Axidro comme on avait des templates littérales, string littérales, donc on peut mettre du code à l'intérieur de notre c'était une bonne chose à l'intérieur, donc j'ai continué à faire du plotter, à jouer donc j'exécutais des petites fonctions, des méthodes pour pouvoir générer des éléments à l'intérieur de ça. Donc j'ai exploré pas mal de choses différentes. Donc tout ça c'est des. Alors je vous ai pas partagé. Mais voilà, de passer de. Hop. Je sais pas si vous voyez ma caméra, peut-être en petit. Mais de passer voilà, du code à quelque chose de concret, c'est assez satisfaisant. Par lesquelles j'ai pu, et on a aussi investi dans en fait, j'ai l'impression que comme voilà, est-ce qu'on peut exporter le code pour l'utiliser ailleurs? Ouais, alors mais on a aussi ça après, mais oui, il y a numérique, donc pouvoir on peut l'exporter de pas mal de façons différentes. Faire ces trucs sur Observable et puis après les sortir à la brodeuse chaque cellule, on peut les exporter comme un module ES6 et du pouvoir venir jouer sur du plexi avec de la peinture. Ou alors on peut exporter tout pas mal de choses dans notebook, de choses différentes et de voir ça en concret.
Et donc j'ai écrit un peu des articles sur comment utiliser certaines librairies. Ça m'a permis à la fois d'expérimenter avec Observable, mais aussi d'expérimenter, c'est ce que je disais, j'ai juste à faire un require pour pouvoir importer une librairie. Donc, ça m'a permis d'expérimenter avec plein de librairies différentes, dont la librairie LN. Donc, LNJS, c'est un port de LN qui est fait en Go, je crois. Mais du coup, de pouvoir générer du SVG, en fait, c'est un moteur de rendu 3D en, en SVG. Donc, c'est vraiment fait pour faire pour des machines après, utiliser ça avec des machines et donc expérimenter ça assez facilement. Et de la même manière, moi, j'ai fait une librairie qui s'appelle SVG5 qui est inspirée de P5JS parce que c'est ce que je vous disais, j'ai appris à coder avec Processing et ça reste mon outil et ma façon de travailler assez de prédilection. Et, et du coup, c'est une librairie qui est inspirée de P5JS, mais pour faire du SVG. OK, et une fois que j'avais bien expérimenté avec le SVG, bah, je me suis dit, OK, c'est cool, mais moi, j'aime bien aussi quand ça bouge. Donc, de regarder comment est-ce qu'on peut faire ça. Et effectivement, les cellules dans Observable peuvent être des générateurs, c'est-à-dire qu'on va avoir une fonction qui nous retourne en permanence des valeurs. Donc c'est top. Donc, par exemple, j'utilise là une petite variable de Observable qui s'appelle now, qui correspond au temps en millisecondes depuis le 1er janvier 1970, voilà, le timestamp classique. Et du coup, ça me rafraîchit en permanence ma cellule et donc ça m'exécute ça me fait un nouveau SVG en permanence. Donc c'est plutôt pratique, mais je me suis rendu compte assez rapidement que c'était assez limité pour pouvoir faire de l'animation. Donc, je suis revenu à P5JS parce que c'était ce que moi j'aime utiliser, ce que je sais utiliser, et donc de trouver, OK, comment est-ce qu'on va utiliser P5JS dans Observable parce que P5JS a un mode un peu global où il va peupler la fenêtre avec plein de variables globales et c'est pas forcément très compatible avec Observable. Donc, heureusement, il y a d'autres personnes comme Mark Webster ou Tom McBride qui avaient déjà expérimenté avec P5JS dans Observable. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un mode instance de P5JS où on va avoir notre instance sketch, par exemple, et on aura sketch.setup, sketch.draw, et à chaque fois qu'on veut utiliser une méthode de P5JS, on fera sketch.createCanvas, sketch.background, toutes ces choses-là. Mais du coup, ça me permettait d'avoir un truc qui tourne assez bien et qui me permettait de revenir à P5JS, donc de pouvoir expérimenter assez facilement plein de choses sans avoir à regarder la documentation parce que ça fait 10 ans que je fais du processing, donc je commence à connaître un peu comment ça fonctionne. Et donc, une fois que j'avais ce setup-là, bah, c'est ce que je disais, en fait, ça a un côté assez itératif, Observable. On construit ses outils et puis on itère, on se fait des nouveaux outils au fur et à mesure. C'est vraiment ça que j'ai apprécié. Et donc, j'avais repéré ce truc il y a déjà, je sais pas, 7 ans ou 5 ans, peut-être. C'est Dave White, Bees and Bombs. Je pense que ça parle à tout le monde. C'est le maître du GIF. Euh, et qui avait partagé un peu son setup processing pour pouvoir faire des boucles. Euh, et donc, alors je sais pas où est-ce que j'ai peut-être pas mis le lien sur celui-là, peut-être ici. Son setup pour pouvoir faire des boucles. Alors, il avait juste partagé un GIST, voilà, il y a 7 ans, c'est ça, où il montrait un peu ces différentes fonctions, comment est-ce qu'il fait un GIF. Donc, il exporte en fait des frames et des sous-frames pour pour pouvoir calculer un motion blur, un flou de mouvement, et puis avoir aussi un petit effet sympathique qui est l'aberration chromatique, c'est-à-dire le décalage des couleurs RGB sur l'extérieur, donc pouvoir avoir un petit côté sympa graphiquement. Donc je me suis dit, bah, OK,
j'ai touché suffisamment de choses. Je connais Observable, je sais faire du P5JS, je touche un peu en GLSL, un petit peu. Hein. Je devrais pouvoir m'en sortir pour pouvoir refaire ce template. Donc, ça m'a pris un peu de temps, mais je suis arrivé à cet outil-là, BNB, pour Bees and Bombs. Hein. Je mets tout le crédit là où il est dû. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un outil qui me permette de, non pas d'exporter frame par frame comme il pouvait le faire, et après, il utilise, je ne sais pas, FFmpeg ou GIFcycle ou un autre outil pour pouvoir générer son GIF. Mais du coup, moi, je connaissais un peu GIFJS. Donc, j'ai fait en sorte d'intégrer GIFJS pour pouvoir avoir un outil qui va me générer toutes mes frames. Et une fois qu'il a généré toutes les frames, il va calculer le rendu pour pouvoir avoir un petit bouton Save. Et donc, ce petit bouton Save, il me permet d'avoir directement mon GIF. Donc, ça a un côté vraiment, vraiment pratique, assez rapide pour pouvoir expérimenter. Et avec un petit paquet d'options qui sont venues se rajouter au fur et à mesure, comme la largeur, la hauteur de mon canvas, est-ce que c'est du WebGL ou non, le nombre de frames que je veux, est-ce qu'il joue, est-ce qu'on enregistre, le FPS pour mes GIFs, tous ces trucs-là. Je vous montrerai je ferai une petite partie live après, ça sera plus explicite. Mais du coup, voilà, ça m'a permis de passer à une autre dimension. J'avais fait que du live jusqu'à présent, ou alors des choses statiques. Je génère une image et c'est fini. Ou alors je fais des trucs qui tournent dans le navigateur et donc ça doit tourner à, on va dire, aux 60 FPS visés, même si 30 FPS, des fois, c'est très bien. Mais je m'étais jamais expérimenté avec des choses qui peuvent être asynchrones, c'est-à-dire où on va prendre beaucoup de temps pour générer chacune de ces frames et puis composer un fichier par la suite, comme un GIF ou une vidéo, sur laquelle on va pouvoir mettre du post-process. Donc j'ai expérimenté avec mon nouvel outil et j'ai fait un paquet de boucles différentes. Après, avec à chaque fois des notebooks que j'ai pu réaliser, donc sur le même principe que les SVG. Et voilà, donc tous ces notebooks sont consultables avec le code accessible. Et ça m'a permis aussi de faire d'autres, au fur et à mesure de mes expérimentations, de me faire d'autres petits outils comme P5Code, c'est-à-dire prendre une fonction y égale f de x pour pouvoir visualiser, par exemple, une animation entre 0 et 1 et de pouvoir voir comment est-ce qu'elle réagit. Je ne suis pas forcément très bon en maths, hein, mais ça me permet justement de voir, OK, qu'est-ce que ça fait quand je fais exponent et puissance 3, puissance 4, puissance 5. Comment est-ce que je peux travailler sur mes valeurs et ce genre de choses. Et avec Observable, il y avait un autre domaine qui m'intéressait depuis un certain nombre d'années, mais dans lequel j'avais jamais vraiment franchi plus que le Hello World, c'était les shaders. Et donc maintenant que je commençais à être à l'aise avec Observable, je me suis dit, je vais me faire un autre outil pour expérimenter avec les shaders, un petit outil qui s'appelle Hello Fragment et qui permet de passer juste un fragment shader et puis de pouvoir voir le résultat assez rapidement. Et donc, ça m'a permis d'étudier pas mal de choses. Donc, j'ai commencé avec, bien sûr, The Book of Shader et aussi les Same Distance Functions. Comment on appelle ça? Des fonctions à distance signée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une distance qui est égale à 5 ou une distance qui est égale à -5 si on est à l'intérieur d'un objet ou à l'extérieur. C'est un concept un peu particulier, mais de pouvoir avoir voilà, la distance ne va pas s'arrêter à 0, on peut avoir une distance négative qui va nous permettre dans un shader de pouvoir faire plein de formes différentes. Et donc, Patricio Gonçalves avait fait un petit outil, alors je vais vous montrer ça. J'arrête 2 secondes de partager mon écran. Non, partager l'écran. Donc là, vous voyez ma caméra. En fait, il a fait un petit deck de cartes de tarot
qui est vraiment magnifique, où sur chaque carte, ouais, j'ai pu en avoir un, et un des premiers, en fait, c'était une des premières éditions, mais je m'en suis pas servi pendant très longtemps. C'était juste un objet qui était sur mon bureau que je trouvais vraiment magnifique. Et donc, au dos de la carte, je sais pas si c'est bien clair. Non, j'ai l'impression qu'il fait pas la mise au point au bon endroit. Au dos de chaque carte, vous avez le code qui permet de générer le visuel. Et donc, bah, j'ai pris ce jeu de cartes, et puis j'ai exploré chacune des cartes, qu'est-ce qu'elle faisait, comment est-ce qu'elle faisait. Ça m'a déjà permis d'être un peu plus à l'aise avec les shaders, à pouvoir visualiser un peu ce genre de choses. Et puis une fois que j'avais bien compris comment est-ce que ça fonctionnait en 2D, bah, je me suis dit, OK, il y a un autre truc, je vois les travaux de Inigo Quiles, qui est un dieu des shaders, en tout cas pour moi. Et du coup, c'était le principe de remarching. Donc, pareil, ça m'a un peu cassé la tête pendant plusieurs semaines d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, j'ai regardé un paquet de ressources qui sont toutes documentées dans ce notebook. Donc, ça peut vous faire gagner du temps si ça vous intéresse, hein. Mais il a fallu un paquet d'articles différents pour que j'arrive à comprendre la logique du remarching, et d'arriver enfin à me faire un autre outil pour faire du remarching assez facilement. Et donc maintenant, j'ai un petit outil qui s'appelle Remarch, qui me permet d'importer directement des cellules que je me suis fait dans un autre notebook, pour avoir des distances pour un cube, distance pour une sphère, comment est-ce qu'on fusionne deux formes de manière lissée, voilà, toutes ces cellules, et du coup, avec juste quelques lignes, maintenant, bah, ça me permet d'avoir des résultats assez intéressants. Et donc, bah, c'est pareil, ça me permettait, je me suis fait encore un autre outil qui me permet, c'est ce que je vous disais, j'avais mes shaders avec Hello Fragment, et je me suis fait du coup, bah, ok, je peux faire plein de trucs avec P5JS, et avec P5JS, bah, finalement, je peux afficher mes shaders. Donc, je me suis fait un autre outil qui était basé sur cet outil pour faire des boucles. Je me suis fait un deuxième outil qui s'appelle BNB Shader, qui me permet, bah, de faire des boucles, mais avec un fragment shader cette fois. Et du coup, de pouvoir, de la même manière, exporter. Hop, une fois que la boucle sera terminée, pouf, ça s'arrête. Ça va me calculer, ça va me générer mon GIF, et je devrais avoir... je partage mon écran là? Pas du tout. Vous voyez plus mon écran. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Fallait, fallait me le dire. Fallait me le dire. Je suis désolé, j'ai continué et puis j'ai oublié de partager mon écran. Tac. Je me rattrape. Je vous mets le lien de. Je vous mets le lien de. Ah oui, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, un deuxième outil, BNB Shader, du moins un énième outil, qui me permet de jouer avec des shaders, mais aussi, bah, de pouvoir sauvegarder mes boucles de la même manière. Donc, aussi hyper pratique. Et puis, ça m'a permis, bah, de continuer mes explorations, parce que il y a un côté assez gratifiant quand on partage ses résultats, quand on partage son process au fur et à mesure. Bah, c'est un moyen de documenter un peu son travail. Et du coup, c'était plutôt agréable de le partager, de pouvoir être confronté à comment est-ce qu'on fait ça, de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Donc voilà, j'ai expérimenté avec un paquet de choses aussi en remarching. Et donc voilà, pour le moment, mes études que j'ai pu faire en 1 an et demi. Et puis là, j'ai continué avec il y a un cours qui est fait par Bruno Simon sur Three.js, qui s'appelle Three.js Journée. Et donc, bah, comme je me suis inscrit au cours, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec Three.js, et puis j'avais envie de regarder, hein, de m'y remettre un peu. Et donc, je me suis dit, bah, ok, je vais reprendre Three.js, mais j'ai envie de continuer à faire des boucles. Donc, je me suis fait encore un nouvel outil qui s'appelle BNB3.
qui permet de faire des boucles à partir de Three.js sur le même principe et de pouvoir exporter un GIF ou un MP4 ou un WebM. Donc voilà, donc tous ces trucs-là, c'est tous des trucs que j'ai pu faire en 1 an et demi seulement, parce que Observable est vraiment fait pour pouvoir itérer, pour pouvoir étudier des sujets, pour pouvoir se construire des outils. Et donc, ça m'a vraiment permis d'avancer sur plein de choses qui m'intéressaient depuis longtemps, qui m'ont permis aussi de réutiliser des outils que j'avais pu faire auparavant, comme des packages NPM avec des vecteurs, mais que j'avais presque jamais utilisés. Bah là, c'était l'occasion de pouvoir les réimporter, les utiliser directement dans un setup. Donc vraiment pratique. Est-ce que vous avez quelques questions ou est-ce que je passe à une partie live comme ça, on se rend mieux compte de ce que c'est que... Est-ce qu'il me reste du temps aussi? Je peux faire une partie live assez rapide. Une partie live pour l'instant. Ouais, il y a Stan qui demande pour les exports comment ça se passe. Alors, pour les exports, alors du coup, je ne suis pas rentré dans les détails, mais à l'intérieur de mon outil, j'importe HME. HME, c'est un encodeur MP4. J'utilise aussi GIF.js qui me permet d'exporter du GIF et j'utilise aussi WebM Writer qui me permet d'exporter du WebM, donc moins compressé. Et donc, je peux définir je peux définir record, ça me permet d'enregistrer déjà ça. Et après, par défaut, c'est du GIF. Et après, j'ai un tag vidéo que je peux mettre à true et du coup, ça me fait un MP4 ou alors je peux mettre WebM pour avoir du WebM. Donc c'est assez pratique. Mais je pense que le plus simple, ça reste vraiment de faire une démo. Du coup, je vais Et les faire. exports de code, tu fais comment? Alors, les exports de code. Alors, tac, normalement, quand on a ça, juste ici, on a un download code. Alors non, download code, ça me fait mon tar.gz et on doit avoir... je pense que c'est dans embed cell. Ah voilà, dans embed cell, on peut exporter en tant qu'iframe ou alors on peut exporter un runtime JavaScript et du coup, ça me fait un module ES6 directement avec mon code. Et du coup, je peux jouer mon code n'importe où. Effectivement, il y a aussi avec React si besoin. Donc voilà, c'est intégré directement à Observable. Mince. Contrôle A. Je fais une petite démo? Ouais, parfait. Allez. Hop, alors, en général, j'aime bien commencer par un truc comme ça. Imports. Hop, ça, voilà, je cache ma cellule. Je vais faire import. Ah, alors, je suis sur un autre clavier. Ah, j'ai zoomé un peu, non? Si, c'est peut-être mieux pour vous aussi. Import, BNB, from, voilà, 135 slash BNB. Hop. Donc là, j'ai mon import qui est fait et du coup, maintenant, je peux l'utiliser. Alors, BNB, en fait, c'est une fonction qui va prendre un objet. Un objet. Dans mon objet, je vais pouvoir lui passer des paramètres, par exemple, une largeur, 600, une hauteur, 600. Alors, c'est basé sur
sur P5.js, sauf que c'est mon outil qui va générer le canvas. En fait, il va même générer plusieurs canvas pour pouvoir calculer des frames intermédiaires, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de méthode create canvas classique comme on peut avoir avec P5.js, mais on va plutôt avoir ça. On va avoir une méthode draw. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Une méthode draw, et dans notre méthode draw, on va lui passer un premier paramètre, ça va être notre sketch, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et le mode instance de P5.js. Et donc, on va pouvoir faire, par exemple, s.background red, juste pour vérifier que ça fonctionne. OK. Peut-être que... Alors, je vais réduire un petit peu la taille de mon sketch pour qu'on puisse voir un peu plus les deux ensemble. On peut faire un petit truc, s.circle. On va avoir s.width divisé par 2, s.8 divisé par 2, 100, puis on va lui donner une couleur, s.fill 0, hop là. Donc ça nous permet de dessiner des choses. La deuxième paramètre qu'on va vouloir utiliser, on ne va pas utiliser millis ou frame count pour pouvoir animer notre sketch, parce que justement, des fois, on va avoir des frames qui vont prendre beaucoup de temps pour pouvoir se calculer. Donc, millis, c'est pas question. Et pareil, s.frameCount, vu que des fois, on va faire des frames intermédiaires, des fois, on va faire 16 frames, par exemple, pour pouvoir calculer le motion blur, pour pouvoir faire un seul tick, finalement, dans notre frame. Donc, on ne peut pas utiliser s.frame, on va utiliser plutôt un deuxième paramètre qui lui est passé directement, qui est le temps. Et le temps, lui, il va de 0 à 1. Donc, on peut faire un truc, par exemple, plus s.sinus de temps fois, on va faire sinus, donc ça va de 0 à de moins 1 à 1 en permanence en fonction d'un angle. Et nous, on a une valeur qui va de 0 à 1. Donc, ce que je fais, c'est que je la multiplie par 2pi. Donc, s.pi fois 2, ou alors c'est l'équivalent de s.tau fois, je sais pas, on va mettre 100. Et du coup, voilà, j'ai mon cercle qui se déplace. Youpi. On va faire même un tout petit peu plus. Voilà, comme ça. Et donc, c'est là où c'est intéressant, en fait, du moins pour moi, c'est assez pratique cet outil-là. C'est ce que je disais. Si je veux enregistrer, je peux faire record true. Et donc j'ai ma frame. Une fois que mes frames sont calculés, pouf, j'ai mon GIF qui apparaît et je peux l'enregistrer. Je peux aussi spécifier le nombre de frames. Par défaut, je crois qu'on a 100 frames. Donc, si on veut, on peut faire 100 num frames, pardon, 120 frames. Donc, ça va un peu plus doucement. Mais je peux lui spécifier un nombre de frames par seconde à mon GIF. Par exemple, en passant à 30 frames par seconde. Ou alors 40 frames par seconde. Voilà, donc là, il me calcule toutes mes frames. Alors, l'enregistrement ralentit l'exécution, mais c'est pas grave. Des fois j'ai même des... Quand je fais des boucles avec du remarching, des fois, j'ai des frames qui prennent 1 seconde à calculer. Mais c'est pas important parce que c'est juste qu'à la fin, je vais avoir toutes mes frames et elles vont être packagées dans un GIF qui sera, lui, joué à la vitesse que je lui demande. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt. Ou alors, je peux lui dire, mettons que 60 frames, c'est beaucoup trop lent. Je vais pouvoir lui dire, OK, je veux ralentir, je veux accélérer un peu mon GIF et finalement, 20 FPS, c'est largement suffisant. Donc, je peux faire ça.
De la même manière, là, on a du GIF pour le moment. On peut faire record, vidéo true. Et du coup, là, il va plus me faire... C'est beaucoup plus rapide, hein, l'enregistrement en MP4. Par contre, c'est un peu plus crispy. On a plus de pixels. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Ou alors on peut faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut ajouter du motion blur. Alors non, je ne peux pas exporter en SVG, là c'est vraiment avec P5JS, donc c'est du canvas uniquement. Et on peut, là ici, non, ici je peux faire, ah ben maintenant j'ai mon GIF, donc ça ne marche plus, mais quand on fait ça, on doit pouvoir faire Save Image As, comme un canvas classique. On peut avoir... alors, je vais changer un peu les couleurs. On va plutôt se mettre sur un fond noir, un remplissage blanc. On va faire S.no stroke. Tac, voilà. On va avoir quelque chose de plus simple. Et on va pouvoir se mettre un peu d'effets. Ça, c'était les effets qu'il y avait dans le template de Dave White de Bees and Booms. Donc, je vous disais, il y a de l'aberration chromatique et du motion blur. Alors, pour le motion blur, il y a deux paramètres. Il y a le shutter angle, c'est un peu, c'est comme une caméra, comme une optique. C'est en gros de dire la quantité de lumière qu'il faut prendre. On va mettre un truc un peu épais et on va avoir aussi un nombre de samples par frame. Donc c'est samples per frame. On va lui dire 16. Donc entre chaque frame, il va me calculer 16 frames intermédiaires pour pouvoir calculer le flou de mouvement. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, si à ce moment-là, on le voit bien. Mais du coup, voilà, ça me permet d'avoir ce genre de choses. Je trouve qu'il ne va pas assez vite. Peut-être que je peux réduire, voilà, réduire mon GIF à 30 frames. Ça peut suffire. Peut-être que j'ai un peu trop de... Voilà. Et on avait de l'aberration chromatique. Chromatique aberration. On va mettre quelque chose. On va mettre 1. Et donc là, sur les côtés, bah, vous voyez que j'ai un peu les channels rouges et bleus qui se décalent par rapport à ma forme. Donc, voilà, en gros, ça c'est le principe vraiment de base de cet outil-là. C'est de pouvoir utiliser P5JS et de pouvoir enregistrer des boucles assez facilement. Et j'ai poussé un peu certaines features parce que finalement, c'est pas mal de pouvoir faire du post-processing sur ces boucles. Et du coup, je me suis fait aussi une petite librairie de boucles, de shaders, from shader pass. Donc, j'importe mes shaders et du coup, je vais pouvoir les utiliser. J'ai un paramètre que je peux utiliser sur BNB qui s'appelle shader pass. Du coup, je vais pouvoir lui dire shaders.radial mirrors, par exemple. Et du coup, alors peut-être que ma boucle, elle va pas très bien. On va lui dire ça. Hop. Du coup, ça nous permet d'expérimenter avec pas mal de choses différentes. Et Radial Mirrors, alors il a pareil, ceux-là, ils prennent des paramètres, comme par exemple le nombre de miroirs qu'on veut. Par défaut, on en a 8. Par défaut, on en a 6, pardon. On peut lui dire si on souhaite zoomer à l'intérieur de notre objet ou pas. Voilà, si je fais, c'est quoi, 1.2 par exemple, c'est le zoom. Et donc, merci Émile.
Et donc, ça permet de pouvoir tester rapidement pas mal de choses assez rapidement, on va dire. Vu qu'il commence à être tard, je vais peut-être m'arrêter par là pour pouvoir répondre aux questions. Mais c'est un peu ce que je montrais. Donc après, on peut aussi faire du WebGL directement avec les 5JS et faire pas mal de choses différentes. Donc c'est un peu ce qu'on voyait dans cette partie-là. Voilà, toutes les boucles ici sont faites avec P5JS et avec cet outil BNB. Je crois que je vais conclure là-dessus. Voilà pour Merci beaucoup. Observable et puis après pour ce qu'on peut faire avec ça, de se faire des petits outils. Bah, super, super outil. Et puis franchement, tes créations, elles sont top. Merci. Je vais laisser les autres, si vous avez des questions, pour les poser dans le chat. Hop, alors bah déjà je vais partager, je pense, l'adresse du notebook, il y a tout dessus. Après, il y a même, il doit y avoir les liens même vers mes contacts, Twitter ou autres. Et puis après, il y a tous les liens que j'ai pu utiliser, aussi bien les outils que j'ai pu faire dessus que les ressources que j'ai pu consulter pour pouvoir développer un peu tout ça. Est-ce que les visuels d'Observable peuvent jouer en plein écran dans le navigateur? Alors oui, il y a... tac, je vais repartager mon écran. 2 minutes. Hop, tac, share. Alors, il y a soit en exportant, c'est ce que je disais, en exportant le code, mais si on cherche full screen, en fait, c'est un des gros avantages d'Observable, c'est que ça reste une page HTML avec du JS qu'on peut exécuter, donc on peut se faire plein d'outils. Et par exemple, il y a Mike Bostock qui a fait un petit outil full screen qui permet de pouvoir passer son canvas en full screen, par exemple. Et il y a plein d'autres outils de cette façon-là. Par exemple, là, j'ai fait juste du code directement, mais des fois, c'est aussi hyper pratique d'utiliser des inputs. Et donc, tac, input. Et donc, on peut aussi faire ses propres inputs ou alors utiliser parmi les librairies d'input qui sont disponibles. Voilà, il y a plein d'inputs existants comme des ranges, des boutons, des toggles, checkbox, radio, text area. Mais c'est aussi possible de faire voilà, des choses un peu plus complexes comme des tables. Voilà, vraiment possible de faire voilà, des sliders 2D, do it yourself input, plein de choses différentes parce qu'en fait, c'est juste du code. Et après, c'est pareil. Comme c'est une page HTML, si on voulait les envoyer vers Châtaigne, on pourrait faire un serveur WebSocket à partir de notre page et envoyer les infos vers Châtaigne. D'ailleurs, moi j'ai expérimenté aussi avec... je m'étais acheté ça, un petit contrôleur MIDI. Et donc l'idée, c'est juste de pouvoir utiliser la Web MIDI API et de pouvoir contrôler aussi ses inputs dans son navigateur avec une interface un peu différente parce qu'on peut faire pas mal de choses aujourd'hui et qu'on y a accès avec le navigateur. Et comme moi, j'aime jouer un peu avec toutes les technos qui sont accessibles, du coup, j'avais investi là-dedans. C'est un Akai LPD8, ça coûte vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé autour d'une quarantaine d'euros. Mais ça a 8 boutons et 8 potards. Donc c'est plutôt cool pour jouer. Et du coup, j'avais fait une... //135
J'avais fait une petite librairie qui s'appelle, je pense, LPD8JS. Akai LPD8, voilà, c'est ça. Qui est utilisable aussi bien avec Node.js qu'avec le navigateur. Du coup, ça permet de déclencher des petits événements, mais rien d'aussi compliqué que Châtaigne. Mais ça pourrait permettre d'envoyer des événements vers Châtaigne. Ah oui, il y avait une je question. partageais pas mon écran. Ouais, non. Encore une fois. Donc voilà. Akai LPD8. Et du coup, ton Fab Lab, il se situe où? Il se situe à Écully, à côté de Lyon. Dans, D'accord. ouais, ouais. Donc ça, c'est au sein d'une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Et, et du coup, on a à peu près 5000 étudiants sur le campus. Donc, on a pas mal de projets différents. Après, du coup, il y a l'EM qui est au campus de Paris également. euh, et qui est à côté de la gare de Lyon. Donc en fait, on a 3 Fab Labs, on en a un à Saint-Étienne, un à Paris et un à Écully. Donc on est une petite équipe d'une dizaine de personnes. Et donc on touche à pas mal de projets différents. Alors chacun a ses spécialités. Moi, c'est plutôt le code et l'électronique un peu. Mais d'autres sont plus vraiment électroniques, d'autres plutôt sur la fabrication numérique. Donc ça nous permet de toucher à plein de projets différents et c'est ça qui est assez sympa. Ok, ça marche. Bah, je sais pas si d'autres personnes ont des questions, mais là, c'est vrai qu'il va être 23 heures, donc je Ouais, crois c'est qu'on ça. va rendre l'antenne. Top. Eh ben, merci Ça en tout marche. cas. Bah, merci à toi, c'était vraiment Merci super. Lionel. Avec plaisir. Merci Lyon. Et, ah oui, du coup, j'en ai pas parlé, mais euh, moi, alors j'ai un autre compte Twitter qui s'appelle Creative Code Lyon. Donc c'était super cool de rencontrer Creative Code Paris ce soir, du moins, et un peu avant. Et effectivement, il faut vraiment qu'on arrive à créer un peu plus d'émulsion parce que c'est très cool ce genre Ah, ouais. d'initiative. Ah, bah, bien volontiers hein, pour nous. Avec plaisir. Puis là, c'est vraiment on va dire, c'est un des avantages de cette saison particulière, Mm. mais c'est de pouvoir créer des événements en ligne et du coup moi, j'ai pu faire aussi bien des ateliers sur Discord parce qu'on a un petit Discord aussi sur Lyon. Mhm. Mhm. Et du coup, et pareil, de pouvoir avoir des intervenants qui viennent d'un peu plus loin, c'est quand même très, très agréable, je trouve, pouvoir rencontrer du monde, voir des personnes qui sont à l'étranger, pouvoir se dire, allez, pourquoi pas. Mhm. Donc, top. Ah, bah, en tout cas, c'était super chouette. Et bravo pour tous ces beaux visuels, hein. Merci. N'hésitez pas, hein, de toute façon, le code est disponible si vous voulez expérimenter à partir de ça. Tous les notebooks sont forkables. Euh, donc, euh, donc voilà, on peut vraiment itérer. Ça marche. Ben, je crois qu'on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Et a priori, dans le mois prochain ou 2 mois après, suivant un peu comment on arrive à trouver de nouveaux intervenants, on fera un autre événement meet-up. Voilà, voilà. Super. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous. tous. Bonne soirée. Bonne fin de Bonne soirée. soirée. À très bientôt. Salut.